le point que je voulais faire tout à l'heure sur la fameuse volonté vivante, au niveau des chocs, là, des chocs de l'âme. Les chocs à l'âme et les chocs à l'ego. Je veux faire la différence là-dedans. Les chocs à l'ego. Les chocs à l'âme, l'homme ne les voit pas venir. Quand vous avez des chocs à l'âme, c'est comme je donnais l'expérience de la famille qui marche sur la rue, puis d'un coup, la petite fille se fait frapper par un camion. Les chocs à l'âme, l'ego ne les voit pas venir. Ça prend l'ego par surprise. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un choc à l'âme. Puis ces grands chocs à l'âme-là, dans la vie de l'homme, s'ils sont utilisés pour la transmutation des corps, c'est extraordinaire. Mais le problème avec les chocs à l'âme, c'est qu'en général, quand quelqu'un vit un choc à l'âme, c'est très difficile de l'oublier. La mémoire entre en jeu. Fait que la pauvre femme puis le père là, qui viennent perdre leur enfant sous la roue d'un camion, là. Prenez les Juifs, l'Holocauste de 1945. C'est très dur d'oublier les chocs à l'âme. Et le point pivotal dans l'utilisation d'un choc à l'âme, c'est dans la capacité de l'ego d'oublier. Autrement dit, là, où l'ego transmute et puise dans toutes ses réserves intérieures, et il découvre des dimensions de lui-même qu'il n'avait jamais conscience avant. C'est quand il est capable d'oublier le choc à l'âme. Parce que le choc à l'âme, c'est le plus grand imprimatur que l'être humain peut subir au niveau d'une programmation quelconque. S'il est capable d'oublier le choc, de ne plus mettre de valeur dans le choc, parce que la valeur, c'est toujours au niveau de l'ego, puis les sentiments, et ainsi de suite, à ce moment-là, l'être commence à utiliser créativement ce choc-là. Et il peut aller très loin avec ça. Ce qu'on vit en général dans la vie, c'est des chocs au niveau de l'ego. On en vit toutes les sortes, on en vit quasiment tous les jours. Les chocs au niveau de l'ego aussi servent à transmuter l'homme, mais ils ne sont pas aussi fondamentaux que les chocs à l'âme. Fait qu'il y a des êtres qui sont capables de très très bien dépasser les chocs à l'ego. Tu as des êtres inconscients qui sont capables de dépasser les chocs à l'ego, et ça va les amener à une certaine transmutation des corps, à un certain niveau. Mais ça ira jamais aussi loin que les chocs à l'âme, et ça ne risquera jamais autant de les atteindre que les chocs à l'âme. Parce que quand tu vis un choc à l'âme, c'est comme si ta vie s'arrête. Tu sais, une femme qui perd son enfant en dessous d'une roue, là. Un père, une famille. Tout le sens de ta vie s'arrête. Puis pendant un certain temps, ou peut-être pendant très très longtemps, il y a des gens qui ne reviennent pas de leur choc à l'âme. Moi, j'ai un de mes cousins dans ma famille qui a perdu son père. Son père est mort sur un plancher de danse, il avait 13-14 ans. Il a eu un choc, puis il n'en est jamais revenu. Ça a été un choc à l'âme. Il n'en est jamais revenu. Puis il y a des péris, puis il y a des péris, aujourd'hui, il y a peut-être 45, 50 ans, là. Il est totalement végétatif. S'il avait une bonne éducation, une bonne psychologie, un bon aide parental, ou des gens qui auraient pu réellement le sortir de tout ça, ben, il serait peut-être devenu un grand pianiste, un grand être créateur. Alors, les chocs à l'âme, les gens qui vivent ça, souvent, ont l'impression que la vie s'arrête, la vie n'a plus de sens pour eux autres. Et s'ils ne sont pas capables de récupérer cette énergie-là, souvent, ils vont vers des grandes dépressions. C'est pour ça que dans la vie, des chocs à l'âme, on n'en a pas trop. On en a peut-être un, on peut en avoir un, peut-être deux. Il n'y en a pas beaucoup de chocs à l'âme. Tandis que des chocs à l'ego, ben, on a tout le temps. C'est important de connaître la différence.
Une fille, par exemple, une fille qui se fait violer par ses parents quand elle est jeune, c'est des chocs à l'âme. Si elle est capable de récupérer cette énergie-là, elle peut aller très loin, mais il faut qu'elle l'oublie. Puis l'oublier, comme je vous dis, ça veut dire ne pas mettre de valeur dedans. Donc, dans un sens, des chocs à l'âme sont de grandes opportunités pour l'homme. Ce sont de grandes opportunités ou ce sont de grandes portes vers la défaillance. Et ça dépend de l'âme elle-même. Ça dépend de sa structure interne, ça dépend de sa nature, ça dépend de son évolution, et ainsi de suite. Puis il y a des âmes qui ne sont pas capables de vivre ces chocs-là. Éventuellement, elles perdent toute leur vigueur et éventuellement l'âme dépérit. Puis il y a des âmes, au contraire, qui prennent des chocs à l'âme et qui en arrivent à tourner leur vie totalement dans une autre direction et faire de grandes choses. Souvent, quand on lit la biographie des grands hommes ou des grandes femmes dans nos sociétés, souvent on voit que ces êtres-là ont eu des grands chocs à l'âme. Ils ont connu les guerres, ils ont connu des assauts sur leur personne. Puis, ils ont pris ces situations-là pour totalement prendre leur vie sous leur contrôle et aller dans la direction qui faisait partie de leur nouvelle destinée. Donc, ils disent, les chocs à l'âme sont des opportunités. On ne les voit pas venir, ils viennent. Quand ils viennent, quand on les expérimente, il faut savoir comment les vivre. Quand je vous dis que les sortir de notre mémoire le plus vite possible, c'est la façon la plus directe, la plus créative, la plus utile de traiter avec. Ne pas passer notre temps à réfléchir sur ces événements-là, parce que quand on réfléchit trop, la mémoire se développe, et quand la mémoire se développe trop, éventuellement l'astral peut entrer en jeu. Quand l'astral entre en jeu, à ce moment-là, l'homme peut perdre contrôle sur son énergie mentale, et à ce moment-là, il se fait astraliser, puis là, il va encore vers la défaillance. L'astral peut devenir très, très actif chez l'homme quand il vit un choc à l'âme. Beaucoup plus actif que quand il vit un choc à l'ego. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire, quand ils vivent un choc à l'âme, les gens vont dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me fasse ça? La femme, elle peut bien dire, c'est une bonne catholique, elle peut facilement dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me fasse perdre ma petite fille? T'sais. Il y a une révolte intérieure, ainsi de suite. Mais ils disent que d'une manière ou d'une autre, la gestion de votre mémoriel, la gestion de vos mémoires, que ce soit des chocs à l'âme ou que ce soit des chocs à l'ego, la gestion de votre mémoriel est fondamentale si vous voulez en arriver éventuellement à bénéficier d'une volonté vivante. Parce que ils disent, dans la gestion de votre mémoire, c'est là que vous avez la chance de contrôler votre psychologie animale. Quand vous avez des chocs à l'ego ou à l'âme, votre psychologie animale, elle entre en jeu. Et votre capacité de faire la gestion de votre mémoire, ça fait partie de votre capacité de vous soustraire de votre psychologie animale. Plus vous vous soustrayez de votre psychologie animale, plus vous entrez dans une psychologie mentale. Donc une psychologie plus intelligente, une psychologie plus détachée du corps émotionnel, une psychologie dont les assises sont plus en dehors de la réflexion.
Fait qu'il dit à ce moment-là, vous pouvez commencer à comprendre votre expérience. Parce que vous ne pouvez pas la comprendre, votre expérience, si vous êtes trop dans le mémoriel. Mais si vous sortez du mémoriel, vous me laissez le mémoriel là, vous êtes capable de plus facilement de comprendre votre expérience, et à ce moment-là, il y a un processus d'intégration qui se fait. Que ce soit des chocs à l'ego, que ce soit des chocs à l'âme, il y a un processus d'intégration qui se fait, et il y a un agrandissement de l'être. L'être grandit. Mais il grandit par rapport à quoi? Ils disent qu'il grandit par rapport à la conscience des plans. Parce que les plans sont toujours là. Une fois que le canal est ouvert, les plans sont toujours là, tu peux toujours communiquer avec les plans. Fait qu'à partir du moment où l'homme grandit à partir des plans, il développe une conscience universelle. Ça veut dire quoi une conscience universelle? C'est une conscience qui comprend le planétaire. C'est simple, la réponse. Une conscience universelle, c'est une conscience qu'on n'a pas besoin des grandes définitions ésotériques. Une conscience universelle, c'est une conscience qui comprend la conscience planétaire, est capable de la comprendre. Elle comprend la vie, elle comprend la mort, elle comprend les accidents, elle comprend les lois d'accident. Elle comprend les programmations. Autrement dit, elle comprend tout. Une conscience universelle, c'est une conscience qui comprend tout. Pourquoi qu'elle comprend tout? Parce qu'elle n'est pas alourdie par la réflexion de l'ego. Parce que si elle n'est pas alourdie par la réflexion de l'ego, à ce moment-là, la conscience de l'ego est libre. L'homme a une conscience libre. Ils disent que quand vous commencez à faire de la gestion de votre mémoriel, c'est là que vous commencez à perdre de la réflexion au niveau de l'ego. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux états de cohabitation dans votre mental. Il y a une habitation mentale ou il y a une habitation astrale. Autrement dit, vous êtes astralisé ou astralisable ou vous avez une conscience mentale, un des deux. Si vous faites une bonne gestion de votre mémoriel, l'astral, ça va être difficile à l'astral de rentrer dans votre conscience. Autrement dit, ça va être difficile pour vous autres de vivre une conscience astralisée. Fait qu'à ce moment-là, vous allez vivre plus une conscience mentale. Puis avec le temps, vous allez devenir très habitué, puis très habile à passer d'une conscience astralisable à une conscience mentale. Puis éventuellement, vous allez avoir de la permanence dans votre conscience. Vous allez toujours être conscient. Vous n'allez pas besoin de faire de méditation. Pour avoir l'impression de l'être. Fait que la mémoire a deux fonctions. Sur le plan matériel, la mémoire a deux fonctions. Dans l'inconscience, la fonction de la mémoire dans l'inconscience, c'est de donner à l'ego l'impression d'être. Votre mémoire, elle vous donne l'impression d'être. Dans la conscience, la mémoire devient totalement fluide. Fait que la mémoire n'est plus pour l'ego dans la conscience. Si vous avez besoin d'avoir une bonne mémoire, c'est parce que vous êtes obligé de canaliser de l'information qui est un petit peu plus reculée dans votre temps mental. Fait que vous avez de la mémoire. Moi, des fois, j'ai une très bonne mémoire, des fois, je n'ai pas pantoute. Mais en tant qu'homme, je m'en occupe pas. Fait que quand je n'ai pas, puis quand j'en ai, je peux en avoir une très grande. Tandis qu'au niveau de l'inconscience, la mémoire, ça donne toujours à l'ego un appui, une mesure de ce qu'il est intelligemment. Bon, mais ça fait partie, cette sorte de mémoire-là est utile, puis si vous l'avez, vous l'avez, puis si vous ne l'avez pas, vous avez l'absence, et c'est une autre sorte de mémoire que vous avez. Fait qu'il y a deux sortes de mémoire que l'homme peut avoir. Une qui est mécanique, puis une qui est techniquement totalement vibratoire. Si vous avez
passer des états où vous avez connu des chocs à l'âme, vous allez être amené, avec le temps, si vous faites une bonne gestion de votre mémoire, à avoir une mémoire plutôt vibratoire qu'une mémoire mécanique. Parce que cette mémoire mécanique-là, vous allez avoir tendance à la neutraliser, à en sortir, à en faire une bonne gestion pour rentrer dans une mémoire totalement vibratoire. Puis dans la mémoire vibratoire, même si vous avez eu des grands chocs, vous pourrez même plus y penser avec grand choc. Fait qu'à ce moment-là, la souffrance de ce grand choc-là se dissipe. Puis ce qui vous reste, mais c'est une alliance avec le plan mental, à ce qu'on appelle le monde de l'esprit. Il y a quelqu'un qui me demandait, il dit, comment ça fait que c'est si dur? Pourquoi est-ce que c'est si dur d'être en contact télépathique avec le plan mental? Ma réponse a été que le contact télépathique avec le plan mental, il part d'en haut. Tu peux pas aller aux Indes et dire, bon, mais je vais revenir avec un plan mental, avec une connexion au plan mental. C'est eux autres qui rouvrent la connexion. Ça fait partie de ta vie, ta programmation, si t'es prêt pour whatever it is. C'est le plan mental qui fait le contact avec l'ego planétaire. Comme c'est le plan mental qui fait le contact avec l'ego planétaire, le rôle de l'ego planétaire, c'est de se préparer à ça. Autrement dit, rendre ça plus facile. Comment est-ce que l'homme peut rendre ça plus facile? En faisant une gestion créative de sa mémoire. Fait que quand vous avez des chocs de vie, ou des chocs à l'âme, utilisez ces chocs-là en faisant une bonne gestion, autrement dit, en ne mettant pas de valeur dedans. Et ça va vous faciliter le contact avec le plan mental. Parce qu'on y a tout le contact avec le plan mental. Le seul problème, c'est que la conscience intérieure ou la voix intérieure n'est pas suffisamment unifiée. Donc, on a ce que j'appelais à soir, je disais, il y a une division de l'écoute. C'est ça que ça crée. Ça crée une division de l'écoute. Mais si l'homme ne mettait pas de valeur dans les chocs de vie ou les chocs de l'âme, il en arriverait facilement à une unification de l'écoute, parce qu'il serait obligé de comprendre son expérience à partir d'un ego qui est objectif. Fait que la petite fille se fait creuser en dessous de la roue d'un automobile. La femme est obligée de savoir mais pourquoi est-ce que ça s'est produit. Si elle va intérieurement, elle va en avoir une réponse. Si elle est capable de l'absorber, la réponse, donc absorber la déception, la grande déception, elle va pouvoir comprendre pourquoi est-ce que la petite fille s'est faite frapper. Si elle n'est pas capable d'absorber la déception, parce qu'elle n'a pas les corps pour, elle est trop motivée, elle est trop confuse, elle est trop whatever, à ce moment-là, elle va rester dans l'expérience et elle ne pourra pas en bénéficier. Ça va faire partie de sa programmation. Parce qu'une fois que la petite fille est morte, eh bien, c'est tout ici qui est pogné avec la mémoire. Regardez ce qui se passe quand on apprend qu'un de nos amis est mort, puis qu'on va le voir au salon mortuaire, on le voit dans la boîte. Ça nous donne toujours un choc. On dirait qu'on n'est pas capable de dealer avec la mort. Pourtant, c'est lui qui est bien. Nous autres, on est encore dans la merde ici. Faut qu'on attende notre boîte à nous autres. Elle va venir plus tard. Voilà. Puis on dirait que le monde ne sont pas capables de dealer avec ça. Puis dans le fond, c'est parce que c'est eux autres, là, inconsciemment, là, c'est eux autres là, qui viennent de perdre quelqu'un. Mais si la personne était réellement objective, puis elle verrait que l'autre est rendu de l'autre bord, à ce moment-là, ben, elle sécherait ses larmes beaucoup plus vite, elle pourra faire une gestion de la mémoire beaucoup plus facilement, prendre ce choc à l'âme-là si c'est un parent, ou prendre un choc de vie si c'est une autre situation, puis grandir avec ça. Mais c'est pas ça qui se passe. Moi, je ne vais jamais dans un salon mortuaire, puis j'en ai des chats. Moi, j'ai eu
des chums là, que j'ai connus, des amis qui ont vécu chez nous pendant des années de temps, qui ont vécu chez nous. Ils sont morts, ils sont morts. Il y en a un, sa tête, un soir, il était prêt à manger à Noël, puis la tête est tombée dans l'assiette de spaghettis. Quelqu'un m'a appelé, puis il dit, bon, ben, ton chum, Sonny Collin, il est mort. J'ai dit, comment est-ce qu'il est mort? Ils ont dit, bon, la tête est tombée dans l'assiette de spaghettis. Il y a une crise cardiaque. Alors, j'ai dit, ben, tu vas-tu au salon mortuaire? Non, je visite pas les morts. Je peux leur parler. J'ai parlé un petit peu. Ben, c'est facile pour moi de parler avec eux autres quand ils sont morts. Mais aller au salon mortuaire pour aller voir les morts, non. Je vais peut-être le faire pour ma mère, mais comment? Pourquoi? À cause de ma famille. Pour les scandaliser. Mais si j'avais pas de famille, je n'irais pas voir. Ça va changer quoi? Elle est morte. Prendre un ticket d'avion, descendre ici, tout le... Mais ça fait pas partie des conventions humaines. Fait que moi, les morts, je visite pas ça. Visiter un mort. Mais leur parler, ça n'a pas de problème. Je leur donne pas trop longtemps, un petit peu. Mais ça, moi, je vous dis ça, là, c'est mon expérience. Ça ne veut pas dire de ne pas visiter les morts. Allez visiter les morts. D'ailleurs, vous avez besoin de visiter les morts pour vos émotions. Quoi? Alors, à propos de nous parler juste de le fameux phénomène cette semaine à la suite de la mort de Maurice Richard, phénomène collectif. Ouais. C'est un phénomène collectif, ça. C'est une hystérie collective, c'est normal. C'est un grand bonhomme, un grand joueur de hockey. Mais de là, aller prendre mon char, puis descendre en ville, puis... je vais même pas voir mes chums, tu ne veux pas aller voir Maurice Richard. Mais je comprends la population. Ça fait partie des grands actes de dévotion sociale. C'est de la dévotion sociale. C'est normal, ça fait partie des lois sociales de la société. Mais là, je parle de l'individu. Même si j'avais connu Maurice Richard personnellement, j'irais pas le voir dans sa tombe. Moi, il parle à la maison, chez nous, aller le voir ses plans. Fait que c'est la séparation qui est dure, c'est à cause de l'émotion, parce qu'on n'est pas capable de faire une bonne gestion de notre mémoire. La dissociation ne se fait pas. C'est encore une affaire de mémoire. Mais ça, c'est normal. L'homme a une conscience animale très développée, c'est normal. Je pense que la seule personne que je vais aller voir à la mort d'un cercueil, c'est ma mère. Puis encore, il y a des chances que je ne sois pas là. Si je ne suis pas là, puis si je suis à l'étranger, bien, ma famille va dire, bien, Bernard est à l'étranger. Fait que c'est probablement comme ça que je ferai le province. Parce que là, ils vont tous venir me voir. Les condoléances. Puis moi, ça fait des années que je les vois pas, puis je veux pas les voir. Pas parce qu'ils sont pas faits, parce que ma vie est trop différente. Fait que là, je vais y voir, là, parce que ma mère est morte. Ils se rencontrent toutes, là, quand quelqu'un meurt, ils se rencontrent toutes. Fait que je peux pas jouer ça, ce game-là. Fait que probablement, on va être en France. Quoi? C'est très, très possible que je sois là. Mais je peux pas leur dire ça, tu sais, je peux pas dire ça à ma mère. Oui. C'est quoi qui fait que les forces lâchent le morceau? Comme ton chum qui voulait écrire, il a niaisé pendant 2 ans à écrire. Là, tout d'un coup, donnez-moi le chapitre. Les forces lâchent le morceau parce que, à cause de sa relation avec une personne qui sait ce qui se passe, sont obligés d'acquiescer à une volonté supérieure. C'est des lois de conscience.
votre question est très intéressante. Ce que l'homme ne connaît pas et ne comprend pas des plans, ce que l'homme ne connaît pas et ne comprend pas des plans, c'est qu'il n'y a pas de disparité entre les plans et l'homme. Il n'y a pas de séparation entre les plans et l'homme. Mais il y a beaucoup d'ignorance de la part de l'homme, de la structure puis des lois des plans. Puis l'homme est obligé de les apprendre, ces lois-là. Ça, on appelle ça l'évolution. Une fois qu'il les apprend, ces lois-là, le problème créatif n'est plus. Donc là, parce que j'étais là, puis j'étais un initié, puis je suis capable de parler avec eux autres, à ce moment-là, j'ai temporairement créé le lien entre eux autres, puis moi, à travers lui, pour que ça se fasse. Mais un jour, il faut que l'homme en arrive à le faire par lui-même, ce lien-là. Ça, on appelle ça la conscience créative. C'est le lien entre la haine et la volonté qui fait que... Bon, ben, il n'a pas assez. Il n'y a pas assez de lien, lui, entre la haine et la volonté. Il est tout dans la graisse de Bin, là, les forces spirituelles, puis le bon Dieu qui crie, tu sais. Fait que, comme j'étais là, mais je l'ai fait, ça. Moi, je l'ai, le lien entre la haine et la volonté. Je l'ai, ça. Je suis fait de ça. Fait qu'à ce moment-là, mais ça y a facilité temporairement l'expérience, puis ça y a permis de comprendre comment ça marche. Fait que, c'est une façon d'aider l'homme. Mais l'homme, il va un jour, graduellement, au fur et à mesure que cette psychologie évolutionnaire va s'appliquer dans sa vie individuellement, il va en arriver au même résultat. Avez-vous toujours eu les réponses que vous vouliez aux questions que vous vouliez? Oui, j'ai toujours eu les réponses aux questions que je veux. Par contre, il y a des questions que je ne peux pas poser parce qu'ils vont me barrer. S'ils ne veulent pas que je sache quelque chose, ils m'empêchent de le demander. Fait qu'à ce moment-là, je ne sais pas. Ça veut dire, mets toutes tes affaires, là, puis on t'en parlera plus tard. Ils vous empêchent de le demander. Ils m'empêchent de le demander. S'ils m'empêchent de leur parler, je ne peux pas leur parler. On mange les deux bords. Ça marche des deux bords, mais je vous ai toujours dit que la pensée, c'est un mouvement bidirectionnel. La pensée chez l'homme inconscient, il pense qu'il pense. OK, ça on le sait. L'homme conscient, surtout l'initié, est très très conscient que la pensée, c'est une énergie qui vient du plan mental, qui descend vers le plan personnel. Et quand elle part du plan personnel et qu'elle va vers le plan mental, elle fait encore partie du plan mental. Mais chez l'homme en général, il n'est pas permis de vivre une dissociation aussi grande parce que l'ego, sans fusion, l'ego perdrait son esprit. Tandis que une fois que tu es en fusion, à ce moment-là, tu n'as plus la crainte de perdre ton esprit. Fait qu'à ce moment-là, prendre conscience que la pensée vient d'en haut, puis que la question vient d'en haut, ça ne te dérange plus. Parce que tu n'es plus polarisé dans le mental. Quand ta vie doit être normale, autrement dit normalisée, à ce moment-là, il t'est donné l'impression que en haut, ça te parle, puis de bas en haut, tu leur parles. Ça, c'est dans la vie normale. Mais s'ils veulent te faire comprendre des aspects un petit peu plus occultes du monde mental, sont très, très capables de t'empêcher de penser, de leur parler à eux autres. Puis que tout ce qui vient, ça vient d'en haut. Mais l'homme, en général, ne vit pas ça. Pour vivre ça, il faut que tu sois fusionné. Autrement dit, tu n'es réellement pas in the game. Puis tu es capable de vivre la canalisation parfaitement. Et à ce moment-là, bien, ils vont te le démontrer, ça. Mais chez l'homme, en général, quand il y a de l'information qui vient d'en haut, l'homme est capable d'avoir une question qui vient d'en bas, puis il a l'impression que c'est lui qui la pose. Mais moi, ils m'ont déjà démontré que s'ils vont encore plus loin, ils sont capables de couper la question d'en bas, puis c'est avec eux autres qui parlent. Mais ça, c'est ça de la fusion. Mais l'homme n'a pas à vivre ça. Par contre, ça permet à l'homme, à l'initié, de comprendre les lois occultes du mental, pour pouvoir les expliquer parfaitement. Tu sais, quand tu te fais dire, tu es intelligent, tu es capable d'additionner 1 plus 1, essaye donc, puis tu n'es pas capable, là, tu comprends. Qui c'est qui run le show? Puis après ça, ils disent, bon, vas-y, là, additionne 1 plus 1, là, tu es capable. Ah. Ou tu dis, ou ils disent,
Pose-moi une question, tu essaies de poser une question, tu es capable. Puis après ça, ils disent, bon, pose-moi la même question, tu essaies, tu n'es pas capable. Tu sais? C'est intéressant, conscience. Puis on commence à la connaître, à comprendre, même tout ce qu'on va connaître de la conscience dans 200 ans. Puis là, on commence à comprendre simplement le côté mental de la conscience. On commence à comprendre le côté astral de la conscience. Imagine-toi quand on va comprendre le côté morontiel de la conscience. Là, ça va être intéressant. Ça veut dire que l'homme va pouvoir être sur le plan matériel, dans un corps physique, et communiquer télépathiquement avec n'importe qui ces autres plans. En matérialisation ou en dématérialisation. Ça, c'est intéressant. Fait que la vie devient plus vaste, L'homme peut prendre connaissance des autres gouvernements qui existent, au lieu des gouvernements purement physiques, terrestres, sur le plan matériel. La vie devient intéressante. Qui c'est qui habite telle planète? Qui c'est qui vit sur Mars? Qui c'est qui vit sur Vénus? Qui c'est qui vit sur la Lune? C'est quoi les entités qui vivent là? Mais pour que l'homme puisse en arrive à avoir une compréhension morontielle de la vie, il faut qu'il commence à voir ça. Parce que si tu rentres là-dedans, puis tu n'as pas réglé ça, tu capotes ça. Il y a un terme. Ça fait partie de l'évolution de l'homme. Mais rendu là, la vie est très intéressante. Rien que le fait de pouvoir entrer dans un restaurant, rencontrer un homme là, qui est pris avec un problème d'écriture puis de souffrance psychologique depuis des années de temps, là, puis régler son cas comme ça, là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais il faut avoir fait ses devoirs. Si tu n'as pas fait tes devoirs, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas rentrer dans la conscience d'un homme de même et comprendre ce qui se passe dans sa tête de même. On a de la misère à comprendre ce qui se passe sur le plan physique, même tout sur le plan psychique. Mais accéder à ça, c'est intéressant. Mais tu ne peux pas accéder à ça si tu n'as pas fait tes devoirs. Pas d'intégrale, tu peux pas d'arithmétique. C'est sûr. C'est sûr. Tu fasses tes maths d'abord. Puis on dirait qu'on ne comprend pas ça. Nous autres, on va aller directement à l'intégrale. On va à l'université tout de suite. Puis on ne peut pas parce que tu sautes. La vie n'a plus de sens. C'est toutes des lois d'énergie, ça. Fait que vos questions sont importantes. Mais on se connaît mon efface. Non, on tombe à terre, on a la tête. On se l'échelle. Tu peux pas avoir de tête noire, tu peux pas teinter. Les autres. Si t'as pas de bretelles, tu sais. Il n'y avait pas de bretelles, il y a une ceinture noire. Donc, quand on parle de division de quoi? D'écoute. Quand on parle de division d'écoute, on parle d'un certain nombre de choses. D'abord, on parle de la difficulté chez l'homme de s'associer avec autre chose que lui-même. Hein? C'est un problème de division d'écoute. L'ego est pas capable dans sa tête de s'associer avec quelque chose, quelqu'un, une réalité autre que la sienne. Ça, c'est un problème de division d'écoute. Elle est bonne. L'ego n'est pas capable d'interroger un autre, il s'interroge lui-même. C'est intéressant, ça. Tu t'interroges toi-même. Tu ne verras jamais un homme conscient s'interroger lui-même, il va interroger un autre, de l'autre, pas s'interroger lui-même. On passe notre vie à s'interroger soi-même.
Il dit, si vous interrogez vous-même, vous êtes fait. C'est ça, exactement. Mais il dit, si vous nous interrogez, on va vous répondre. Après ce point-là, faites attention de ne pas vous faire astraliser. Après ce point-là, là, quand vous commencez à être capable d'interroger l'autre, à ce moment-là, là, faites attention à ne pas vous faire astraliser parce que c'est là que vous rentrez là, dans le sérieux de la vie mentale. Parce que vous êtes encore astralisable, vous pouvez donner encore des réponses qui n'ont pas d'allure, vous pouvez encore donner des réponses qui vont demander chez vous de la croyance, là vous êtes fait. Tandis qu'au niveau mental, bien, les réponses qu'on va vous donner vont demander une absence de croyance, parce que ça fait partie des lois du mental. Il n'y a pas de croyance dans le mental. Tu sais ou tu ne sais pas. Tandis que dans l'astral, tu penses que tu sais, donc tu crois. Fait que là, ça devient important. Ça mène au développement d'un grand discernement. Le discernement, il y a des plans et des sous-plans. Le sous-plan le plus fondamental dans le discernement, c'est la réalisation où vous pouvez vous faire mentir. Si vous n'avez pas la réalisation où vous pouvez vous faire mentir, vous ne serez jamais aux aguets. Vous n'allez jamais checker votre texte quand vous écrivez. Vous n'allez jamais checker votre parole quand vous parlez. Quand tu parles au monde, là, ta parole, quand tu parles là, moi, je ne le fais plus parce que je suis trop habitué, là, mais techniquement, ma parole, quand je parle, je suis supposé être capable de la checker seconde par seconde, vibration par vibration, pour être sûr tout le temps que ce que je dis, c'est réel, pas la vérité. Parce que dans la vérité, t'es faite. Les autres vont être faites. Fait que ça fait partie du discernement. Quand est-ce que tu commences à avoir conscience que ton discernement commence à être réel? Quand tu n'es plus attaché à la vérité. Si tu es moindrement attaché à la vérité, tu es fait à l'os. Ceux qui vont te suivre vont être faits à l'os. Pourquoi c'est si dangereux, la vérité? Parce qu'il dit ça vous force à épouser des positions. Quand tu es à la recherche de la vérité, tu es forcé d'épouser une position. Puis il dit, quand vous êtes forcé d'épouser une position, bien, vous perdez conscience. Vous perdez conscience créative, vous perdez identité, vous perdez volonté créatrice, pouvoir créatif. Fait que le discernement, il diminue, là. Il dit, là, on n'a pas besoin de savoir s'il a raison, il doit savoir, point final. Il y a une différence entre savoir, point final, et savoir s'il a raison. Si vous savez, parce que vous pensez que vous avez raison, vous pouvez ne pas savoir. C'est heureux, ça. Là, vous êtes encore un petit peu plus astralisable. Pourquoi est-ce que c'est important pour l'homme de savoir être seul, mais gens savoir, sans, puis jamais savoir s'il a raison? Pourquoi? Parce que dans savoir être seul, t'as pas de support. Pas de support. Quand tu sais tout seul, t'as pas de support. Qui c'est que tu supportes? Nobody. Pas la vérité, t'as pas de support. Fait que le seul lien que t'as avec la réalité, c'est la vibration. Pas la forme. La vibration. Fait qu'à ce moment-là, t'es seul dans ton savoir. T'es seul dans ton savoir. Ça ne veut pas dire qu'un autre ne peut pas savoir la même chose que tu sais. Vous allez tous les deux seuls dans votre savoir. Fait que s'il y en a un qui est seul dans son savoir, et l'autre est seul dans son savoir, mais si c'est du savoir, vous êtes tous les deux dans le même savoir. Pas de problème, là. Mais si t'es pas seul dans ton savoir, c'est parce qu'il y a un support quelque part. Le support, il vient de l'extérieur de toi. À ce moment-là, tu es dans la vérité.
C'est pour ça que la vérité, c'est toujours collectif, puis le savoir, c'est individuel. Quand vous commencez à avoir du discernement, il dit, vous commencez à avoir de la... Oh, il est perdu. Il dit, vous commencez à avoir conscience de l'impermanence de votre personnalité. Quand tu es dans le savoir, là, moi quand je canalise bien gros, là, pas là, parce que là, c'est pas assez en vibration. Mais si je rentrais dans l'occulte de la vie, là, l'occulte, là, parler des systèmes, de la cosmologie, je suis obligé de personnaliser bien gros, de me dépersonnaliser bien gros à ce temps-là. Là. Quand je rentre dans ce savoir-là, ben, personnalité n'est plus. Tu pourrais me demander mon nom, je ne le saurais pas. Je dirais, comment je m'appelle dans tes peu. Vous demanderez à quelqu'un, comment je m'appelle? Fait que c'est pour ça qu'ils disent, comment est-ce qu'ils disent ça? Tu sens l'impermanence de la personnalité, puis plus tu sens l'impermanence de la personnalité, bien, plus tu sens de la permanence de la personne. Là, tu es dans ta personne. Mais il dit, vous n'aimez pas ça, l'impermanence de la personnalité, vous autres? Ça vous chatouille, ça vous agace, ça vous fâche. Parce qu'il dit que l'homme veut avoir le contrôle sur le savoir. Tu ne peux pas avoir le contrôle sur le savoir. C'est comme une champlure. Tu n'as pas le contrôle sur l'eau, elle est là. La seule chose que tu peux faire, c'est tourner la champlure. Puis si l'eau arrête, elle arrête. Tu ne sais plus rien. Tu es sans dessin. Tu es bien. Parce que tu es aussi bien sans dessin que savoir. C'est la même affaire. Fait que l'homme n'aime pas ça sentir l'impermanence de sa personnalité. Fait que qu'est-ce qui arrive? Il dit toute sa vie, il se bat pour la certifier, sa personnalité. Il prend des cours, il étudie, il se passe ça d'affaires dans sa vie pour consolider sa personnalité. Le prix que tu payes à faire ça, c'est que tu sors du savoir et tu rentres dans la connaissance. Moi, je suis un doctorat à l'Université de Montréal. Ça consolide la personnalité, ça. Vous allez voir le médecin qui dit qu'il sait rien, tu sais, en médecine. Il va être bien offusqué. Il dit qu'il ne connaît pas les lois vitales, les phases vitales, comment ça fonctionne le corps humain au niveau des phases vitales. Il va être offusqué. Qu'il soit bon dans l'architecture, réparer des os, pas de problème. Changer un cœur, pas de problème. Mais ça n'a rien à faire, ça, avec les forces vitales. Guérir au niveau des forces vitales, là, l'être humain. Les médecins ont de la misère avec la nutrition, même toi. Rien que la nutrition, on a de la misère avec ça. Ça fait que c'est intéressant l'affaire de la personnalité. Fait qu'on y tient notre personnalité parce que c'est notre sécurité. Dans notre personne, là, ça vient petit à petit, graduellement, au cours des années, puis on s'habitue. Mais tu peux pas passer de la personnalité à la personne instantanément. À moins d'être un initié, là, puis après ça, même ça prend des années pour en arriver à rebalancer des énergies. C'est abominable. Mais c'est important de comprendre que le savoir, et ainsi de suite, c'est plus connecté à la personne, puis moins connecté à la personnalité. Puis la connaissance, c'est l'autre. Fait qu'à ce moment-là, quand tu parles de discernement, pourquoi c'est difficile chez l'être humain d'avoir du discernement? C'est parce qu'il est bien trop dans sa personnalité. Ça serait facile pour nous autres d'avoir du discernement. Fait que si tu as du discernement, ben, tu connais les autres, tu connais. Tu sais. Ils développent une sorte de voyance périphérique là, à tous les niveaux. Fait qu'à ce moment-là, ben, tu n'as plus de division dans l'écoute. Tu vas prendre un gars intelligent comme Coco. Coco, c'est mon chum, je le connais depuis des années.
Si on fait une étude de l'écoute de Coco, Coco, il écoute ce qu'il veut. Il est moins pire là. Mais Coco, si on retourne 7, 8, 9, 10 ans, il écoutait ce qu'il veut. Pourquoi est-ce qu'il écoutait ce qu'il veut? Parce qu'il pensait qu'il avait accès à des informations particulières. Mais c'était vrai. Mais il était astralisé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des pièges dedans pour son évolution mentale. Ces pièges-là s'élevaient à quoi? Ça l'a amené avec le temps à se questionner bien gros. Ça, c'est l'histoire de Coco. C'est un homme sensible. On parle d'un homme sensible, on parle d'un homme qui a de la voix intérieure. Fait que si c'est des gars comme lui qui sont bien, bien à côté, sur une certaine fondation de conscience, imagine-toi ceux qui le sont moins. Fait qu'il y en a-tu du travail dans la vie à faire? Fait que c'est pas évident, le phénomène de l'écoute. Pourquoi c'est pas évident? Ils disent parce que si c'était trop évident, il n'y aurait pas un monde pour vous recevoir. Si l'homme ne pouvait rentrer dans l'écoute tout de suite, là, bang! De 0 là, à 60 000 à l'heure, là, instantanément, bang! Il n'y aurait pas de monde dans son expérience pour absorber son énergie. Moi, je me rappelle de mon expérience en 69 quand j'ai vécu la fusion. Puis, les gens qui sont entrés dans ma vie dans ce temps-là, là, puis ça a été des gens qui ont servi à mon initiation personnelle. C'était des gens qui pouvaient pas absorber tout le choc de la fusion tout d'un coup. Fait qu'à ce moment-là, ben, il y avait un processus d'initiation personnelle qui se faisait pour eux autres. Puis il y a un processus d'initiation personnelle qui se faisait pour moi aussi. En même temps, c'est au cours des années, là, après peut-être 10-14 ans, que ça s'est tout stabilisé, ça, puis que les gens sont rentrés dans leur énergie, puis que moi, j'ai stabilisé complètement mon contrat occulte avec les plans. Ça s'est pas fait instantanément. Tu peux pas passer de A à Z instantanément comme ça parce que il n'y a pas de monde pour te recevoir. Si tu vis ça tout seul avec eux autres, c'est une autre affaire. Tu peux vivre un contact avec eux autres là, où l'écoute est totale. Mais c'est entre toi et eux autres. Ces conversations-là, c'est entre toi et eux autres. Là, ils peuvent t'amener à n'importe quel niveau qu'ils veulent. Puis ça, c'est simplement pour ton expérience à toi. Mais aussitôt que tu amènes ça dans le monde, il faut que ce soit dilué, cette affaire-là. Que ce soit dilué. Puis on a de la misère à saisir ça. On voudrait que ça se fasse tout de suite. C'est pas ça. Moi, je me rappelle, en 69, j'ai dit, qu'est-ce que t'es, toi? Il dit, prends du papier. Il dit, J-S-U-A. Parce que quand j'écrivais, il signait toujours J-S-U-A. J'ai dit un jour, ça veut dire quoi, ça, J-S-U-A? Ça veut dire, je suis un archange. Ça m'a sauté net. Ça m'a sauté la calotte, site, là, net. Aujourd'hui, tu manges de la merde avec ton, je suis un archange. Mais en 69, là, au début d'une fusion, là, quand tu sais pas ce qui se passe, puis tu es un bon catholique, là, qui se fait réveiller tout d'un coup un jour le même, là, ça te crée une crise de choc. Aujourd'hui, je te la mange dans la merde avec ton archange, puis t'es bébelle. Parle-moi comme du monde. C'est quoi ton nom, c'est quoi ton, tu sais. Mais je me rappelle de l'expérience.
Puis ça, c'est pas venu tout de suite. La première identification qu'ils m'ont donnée, c'est G5. G5. Bon, si je regarde le plus loin possible, là, c'est G5. Qui c'est qui me parle? G5. Puis il me parlait en anglais au début. Puis je disais, c'est quoi ce G5? Il disait, the janitor of the super universe of Andromeda. Fait que le premier JSUA que j'ai eu, moi, c'était the janitor of the super universe of Andromeda. Un janitor, c'est quoi un janitor? Bon, c'est le concierge du super univers d'Andromède. Tabarnak. Assez que je me rappelle, j'étais allé dans la jungle, j'écrivais de la poésie sur Andromède. Là, on va loin dans le temps. Là. Après ça, ils ont changé ça. Ça veut dire quoi, ce JSUA? Là, ils sont tombés. Puis éventuellement, je m'ai réveillé, j'ai discernement. Il a dit, mon tabarnak, parle-moi comme du monde, là, tu sais. Je reste à la rue Sainte-Catherine, là. Fait qu'au cours des années, ben, j'ai égalisé ça, cette affaire-là. Fait que l'autre, le petit gars au restaurant, là, qui me parle de ça, c'est le bon Dieu qui écrit, là. J'ai réglé ça dans 2 secondes, Fred. J'ai dit, parle-moi-en plus ça, que... Mais si j'avais pas passé par JSUA, moi, si j'avais vu... Tu comprends ce que je veux dire? Bon, j'aurais dit peut-être vrai. T'sais. Fait qu'on a-tu à apprendre? On est-tu loin? Puis si on parle de l'affaire, on est-tu loin? On est où loin? On est où? On est rendu où? Bonne question, hein? Il dit, vous êtes réellement pas loin. On n'est pas loin. Puis il parle de l'humanité, de l'homme. On n'est pas loin. Fait que c'est une évolution, c'est une affaire d'évolution. Au moins, on est passé de l'involution à l'évolution à partir de 69. C'est déjà quelque chose. Le reste, ça prendra le temps que ça prendra. Je la boirai plus, celle-là. L'accélération du temps. Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi ça accélère? Pourquoi les temps accélèrent? Les temps accélèrent parce qu'il y a beaucoup d'informations qui descendent vers la planète à différents niveaux, là, dans différentes sphères, à travers différents outils. Puis ça crée un changement très rapide dans la conscience humaine. Puis ça va accélérer encore plus. Ça va accélérer. L'Internet, ça fait partie de l'accélération du temps. Ils ont l'air d'être ils ont l'air d'être bien contents de l'Internet. Parce que ça crée de l'information dans le monde, sur la planète, partout, ça unifie les peuples. Les Chinois vont manger du steak au lieu du spaghetti tout à l'heure. Au lieu du chop suey tout le temps. Il va y avoir des grands changements. Ça va unifier les peuples. Puis ça, c'est au niveau matériel, au niveau planétaire. Il y a de l'accélération des temps sur d'autres plans. Les gens qui vont en astral, ben, il y a une grosse accélération dans l'astral. Dans l'astral, les entités astrales sont extrêmement troublées. Puis ils vont l'être plus au 21e siècle. Sur le plan morontiel, il y a une accélération aussi qui se fait, mais elle se fait simplement par rapport à certains gouvernements dans l'univers local. C'est pas universel, c'est très localisé. Puis la raison que c'est très localisé, c'est parce qu'éventuellement, l'homme va rentrer dans ces mondes-là, puis il y a une préparation là, qui se fait. Fait qu'il y a une grosse accélération aussi là. Puis au niveau du plan mental, il y a une accélération aussi parce que ce qu'on appelle les ajusteurs de pensée ou toutes les entités cosmiques qui ont travaillé avec l'homme pendant son évolution depuis des millénaires, des siècles et des siècles, ces êtres-là éventuellement vont changer d'état. Puis en changeant d'état, mais la relation entre eux autres et l'homme va changer au point où la conscience humaine va être très métamorphosée. C'est dans ce temps-là qu'on va sentir là, sur la Terre
qu'il y a un grand renouvellement au niveau de la conscience humaine. Là, on appelle ça l'ère du Verseau, qu'on appelle, là. Quand ça va être très répandu, cela, là, ça va faire partie des grands changements au niveau du mental. Fait que tous les plans sont affectés par ça, par cette accélération-là. Puis il y a d'autres points, il y a d'autres plans, pas des points, mais il y a d'autres plans dans l'univers local où l'accélération est déjà très avancée. D'ailleurs, elle a commencé depuis assez longtemps, cette accélération-là. Puis elle fait partie des nouveaux travaux qui vont être faits par les esprits de la forme pour la création de nouvelles choses qui vont venir en relation avec la science, la génétique, tout ça. Là. Les bébés éprouvettes, puis les animaux éprouvettes, puis les cloning, tout là. Ça va être vitalisé, ça, ces affaires-là. Fait que là, il y a beaucoup d'accélération. Là. Fait qu'on n'a rien vu encore, hein. Ce qu'on a vu depuis une centaine d'années au niveau de développement, là, puis regardez ce qui se passe depuis 20 ans, puis ça va être extraordinaire, le 21. On vit dans des grands temps, là. Le seul problème, c'est que l'homme n'évolue pas assez vite pour ce qui se passe. Au niveau, là, je parle au niveau mondial. On n'a pas réglé le problème de la pollution, on n'a pas réglé le problème de la destruction de nos richesses naturelles. Les Américains sont trop riches, ils prennent 40% de toutes les réserves mondiales. C'est trop pour un pays, ça, d'utiliser 40% de toute la richesse mondiale. Là, les Chinois qui s'en viennent tout à l'heure, là, puis après ça, les Hindous qui s'en viennent, là, qui vont être plus populeux que la Chine dans 50 ans, là. Fait que, tu sais, ça va être des gros problèmes. Il va y avoir des gros problèmes au 21e siècle. Pensez pas parce que c'est réglé l'affaire des bombes atomiques avec les Russes, tout le temps, l'histoire des idéologies, c'est fini, ça. C'est fini, ça. Sur l'Internet, ça va mettre ça en terre, la communication, la télévision, ça va tout mettre ça en terre. L'entente entre les gouvernements, puis la résistance au niveau des peuples eux-mêmes, ça va changer les affaires. Mais il va y avoir des problèmes très graves au niveau de la santé, très, très graves au niveau de la santé. Il va y avoir des grandes découvertes au niveau médical, mais il va y avoir des grands problèmes au niveau de la santé parce qu'on tombe au niveau viral. Tu tombes au niveau viral, au niveau des virus, au niveau des bactéries, et ainsi de suite, qui se multiplient et qui deviennent de plus en plus indépendantes, si vous voulez, ils ont des résistances, tout ça. Fait que, moi, je peux pas vous en parler de ça. Ouais, c'est sûr. Moi, je peux pas vous en parler de ça, de ces choses-là, parce que je peux pas faire de prophétie au niveau de l'avenir au niveau public. J'ai pas le droit de faire ça. Mais je peux vous dire que il va y avoir des grandes choses qui vont se passer. Il y a des grandes choses qui vont se passer. C'est pour ça que c'est très important pour l'homme, l'individu, de savoir ce qui se passe avec lui-même, sa tête, à l'intérieur d'un système, individuellement, pour pouvoir qu'il sache ce qui se passe avec lui-même. Fait que dans la manière où... Fait que c'est pour ça que l'idée que l'écoute... Comment on appelle ça? La division de l'écoute, il faut que ce soit réglé un jour, par l'aide conscience. Fait qu'on a les outils, là, on commence à avoir une psychologie qui est suffisamment matérialisée, si vous voulez, descendue. C'est un début, mais il faut qu'on utilise cette science-là parce que c'est une science exacte. Une fois que l'homme va avoir réglé le problème de l'écoute intérieure, puis qu'il va avoir du discernement finalement, mais après ça, qu'il se passe n'importe quoi dans le monde, ça va être sans importance parce qu'il va devenir mobile. Il va devenir mobile. Moi, j'ai pas d'inquiétude pendant ma vie de ce qui va se passer dans le monde parce que je suis mobile. Mais si t'es pas mobile, t'es pas capable de travailler au niveau de ton mental, donc au niveau de ton esprit, puis t'es facilement manipulable au niveau de la confusion, des émotions, ou de tout ce qui peut se passer au niveau des événements chocs à l'ego. On parle même pas des chocs à l'âme, là. À ce moment-là, la vie de l'homme au 21e siècle, elle peut être très, très difficile malgré tous les grands changements qui favorisent une plus grande abondance, ainsi de suite. Le 21e siècle, ça va être le siècle des contradictions. Siècle des contradictions. La pauvreté n'est pas réglée en Amérique du Sud, tu sais. L'Afrique, c'est pas réglé. Il y a des pays qui ne sont pas réglables. Il y a des races sur la Terre qui doivent disparaître. Qui devront disparaître.
Fait que, c'est vaste, la vie. Quand on a un contact avec le plan mental, elle devient moins vaste. Elle devient contenable, elle est mesurable, elle est identifiable, elle est observable, elle est comprenable. Et quand tu n'as pas ça, puis tu vis simplement avec tes petits